douleur. Le patient s'est stabilisé donc après 48 heures, le pic douloureux était assez intense. Les effets indésirables ont été très modérés, etc. Alors donc bien sûr, on ne peut que déplorer l'absence de méthadone injectable en France. Il faut qu'on passe progressivement les différentes barrières qui sont très très importantes. L'étude que l'on a faite, j'ai quelques résultats que je peux vous donner un peu comme ça. Il semblerait que les deux méthodes d'équilibration soient équivalentes pour obtenir une analgésie de bonne qualité chez les malades. Et chez des patients qui correspondent aux critères de l'URSSAF, c'est des patients qui ont déjà été traités par au moins un opioïde qui ne répondent pas et qui sont en phase palliative de leur maladie. Il y en a plus de 50% qui répondent, quel que soit le protocole, qui répondent correctement à l'équilibration par méthadone. Donc un malade sur deux était des malades plutôt réfractaires au traitement opioïde qui les chlorochénal sont des patients qui sont traités par méthadone de manière efficace. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est probablement aussi au niveau des effets secondaires, parce qu'on a quand même des histoires de chasse, beaucoup d'histoires de chasse, où les patients sont quand même transformés par l'utilisation de la méthadone. Je crois que tous les gens qui pratiquent ce type de traitement, les collègues, ont quand même une très bonne surprise. En fait, ils sont très déçus aussi, mais il y a quand même de très très bonnes surprises avec des patients qui sont bien soulagés et avec très peu d'effets secondaires. Des patients qui revivent alors qu'ils n'avaient plus aucune activité. Voilà, donc je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Oui. Moi, j'utilise la méthadone à la manière d'avant, donc je ne comprends pas très bien pourquoi pas plus de 30 mg. Quel est rationnel? Il n'y en a aucun. D'accord. Il n'y en a aucun. On a recherché, on a fait toute la bibliographie. Il n'y a pas de rationnel. Si ce n'est qu'à un moment donné, on se dit attention, à partir d'une certaine dose, et ça c'est nos aînés qui l'ont déterminé. Hein. C'est l'équipe de Twycross, c'est même pas Brouera, hein. Ça remonte aux années 60-70. Ce sont ceux-là qui ont mis ces barrières à 30 mg. Parce que moi j'avais d'autres trucs avec des ratios 1/20 qui me faisaient des taux un peu plus importants, 30 quand même, mais pas des taux comme on pourrait faire avec la théorie, évidemment. Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi. Bon, le principal, je crois, c'est de garder quand même en tête que quand on est dans des fortes doses, pour quelques produits que ce soit, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc la prudence impose, même si ça dure un petit peu plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce qui m'a séduit dans l'analgésie autocontrôlée, c'est que le patient il peut quand même équilibrer et qu'on n'est pas cantonné à des doses fixes. Et puis entre les doses, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Alors, j'ai une autre remarque, c'est une indication qui est hors AMM et hors machin. J'ai eu deux patients comme ça, des patients qui avaient un cancer, mais qui par ailleurs avaient l'une une fibromyalgie probable et l'autre une maladie psychiatrique très importante, et qui donc avait été mis sous de fortes doses de morphinique sur la notion douleur, malheur, cancer. Et donc on montait, et en fait on s'en est tiré avec la méthadone. Et avec des doses qui ont pu rester extrêmement stables sur des années. Parce que moi j'ai une patiente qui doit faire 8 ans, qui a un ovaire qui en fait est guéri, l'autre qui a un bassin pas guéri, mais ça doit faire 5 ans. Et j'ai pas bougé les doses de méthadone depuis 4 ans. Et donc je pense que ça c'est un truc qu'il faut garder, parce que de temps en temps ces patients-là, je crois qu'on en a des patients pour lesquels on monte les morphiniques sans arrêt, avec des indications pas claires. Quoi. Ah bon. Moi, je suis d'accord avec toi, moi j'ai des indications en cancer, j'ai même un vieux monsieur de 80 et quelques années qui a fait 3 tentatives de suicide successives par neuroleptique, par morphinique, et la dernière fois il a fallu vraiment y passer, tout simplement parce qu'il était trop douloureux. Et bon, face à ça, il est arrivé, il avait un QT qui était 2 fois la normale pratiquement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, de toute façon, si je sors de chez vous et que je ne suis pas soulagé, je reprendrai des médicaments. Du Mépridil.
il avait une douleur neuropathique, qui était une douleur neuropathique, et on l'a traité. Et ce vieux monsieur de 80 ans, il reconduit son tracteur, ça fait 4 ans qu'il est traité par 50 mg le matin, 50 mg le midi, 50 mg à 18 h et 30 mg au coucher. Donc il prend 180 mg par jour avec un QT qui ne bouge pas mais qui est 2 fois la normale et ça se passe très bien. Et je vous dis, il conduit son tracteur, il a 80 et quelques années. Et il revit. Merci. Je reviens sur la question du plafonnement de la dose au départ, lors de la titration initiale. Comme on a souvent affaire à des patients qui ont très très mal, puisqu'on trouve la méthadone en dernière intention, il arrive que parfois, au bout de 6 à 8 heures, le patient a utilisé toute sa cartouche, et c'est très difficile de le laisser sans rien en attendant le lendemain. Alors on est tenté dans ces cas-là, même si on a arrêté complètement l'opioïde antérieur, d'utiliser des interdoses de l'opioïde antérieur en attendant qu'il puisse reprendre, continuer à prendre sa méthadone le lendemain. Est-ce que c'est licite? Moi, ce que je fais dans ces cas-là, parce que ça m'est arrivé, comme à tout le monde, je suppose, j'ai augmenté, j'ai fait une véritable évaluation des effets, j'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau de l'échocardiogramme, j'ai regardé sa saturation, sa fréquence respiratoire. Tant que les choses étaient comme ça, et sachant que j'avais un personnel sur place qui était là, qui était prêt à bondir au moindre truc, j'ai continué à donner des doses, et pas la dose de 30 mg. S'il y avait eu ces 6 doses et qu'il les avait pris en 8 heures ou 10 heures, et qu'il ne donnait pas 30 mg, je suis passé à 40 ou 45 mg, et jusqu'à ce qu'il soit soulagé. Bon, entre-temps du paracétamol, entre-temps d'autres choses. L'autre opioïde, j'ai préféré pas l'utiliser. Mais bon, chacun fait comme il peut. Moi, j'avais aussi un autre témoignage à vous faire, parce que l'unité de soins palliatifs dans laquelle nous travaillons, donc à Jean Jaurès, il faut savoir qu'on n'initie jamais un traitement par méthadone le lundi. C'est très simple, on attend et on va initier le traitement par méthadone en milieu de semaine. Ça nous évite typiquement des choses qu'on a connues quand j'étais en équipe mobile de soins palliatifs, mais aussi en unité de soins palliatifs. C'est qu'on commence un lundi avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'élan, et que le relargage avec des phénomènes de surdosage survienne le week-end. Un équipe mobile n'est pas joignable, ou alors quand il n'y a pas de médecin dans l'unité de soins palliatifs, typiquement le samedi. Donc c'est une toute petite recette de cuisine, mais je pense que voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais elle est quand même assez intéressante. Et nous, on a une permanence musicale, pas 24/24, mais au moins téléphonique, et notamment le week-end, on est présent, on fait une visite et on reste toute la journée. Et bien, on commence, le meilleur jour pour nous pour commencer la méthadone, ça nous semble être le jeudi ou le vendredi. Et le lundi, c'est là que survient Mais les infirmières sont tellement habituées maintenant. Elle voit tout de suite, hein. Elle voit tout de suite le malade. Ça y est, il va commencer son. Et la plupart des malades font un petit passage à vide, mais il n'y a pas de conséquences derrière. Ça serait presque passé inaperçu si on ne faisait pas attention. Et puis il y en a 1 sur 10 qui dit c'est un petit peu plus sérieux et où on est obligé on n'a jamais reversé la méthadone, mais on est obligé de donner de l'oxygène par son nasal, et puis rester auprès du malade, et puis lui respirer. Hein. Ça, on l'a fait. C'est arrivé notamment sur ce vieux monsieur qui a fait sa dépression respiratoire en plein milieu de la nuit, et les infirmières sont restées auprès de lui pendant presque toute la nuit pour le stimuler. Moi, j'avais une autre question. Quel est le rationnel de ne pas donner la méthadone en première intention? Et je voulais éventuellement que vous nous fassiez part de votre expérience, puisque nous, on l'a déjà initié en première intention chez des malades qui étaient âgés, qui étaient naïfs de morphine, qui étaient insuffisants rénaux, avec des dosages qui sont tout petits, avec une efficacité quand même remarquable. Donc, pourquoi cet obstacle?
Ça, c'est les obstacles. C'est un obstacle qui, pour le moment, est au niveau de la régulation. La méthadone, ça fait tellement peur, ça donne tellement de boutons qu'on a intérêt à essayer de rester le maximum dans les rails. C'est la raison pour laquelle on n'est pas frileux, mais on fait quand même attention à ce qu'on écrit. Par contre, je le fais, hein, les personnes âgées, plus les personnes sont âgées, plus je pense que la méthadone est un excellent traitement depuis qu'on a plus le diabète. C'est vrai, 1 ou 2 mg de méthadone, 1 à 2 fois par jour chez une personne âgée, c'est fabuleux. Nos collègues canadiens, ils utilisent la méthadone aussi en co-analgésie. C'est-à-dire qu'ils donnent systématiquement chez les patients, ils sont en train de faire des études là-dessus, ils donnent systématiquement chez les patients qui sont traités par un opioïde quel qu'il soit, 1 ou 2 mg par 24 heures de méthadone en plus, pour leur théorie est la suivante, ça diminue l'hyperalgésie liée au morphinique et ça permet d'avoir une action plus importante sur les douleurs neuropathiques. Moi j'avais une question qui continue un peu celle de Julia. Dans quelle proportion, quand vous l'utilisez en deuxième intention, vous allez choisir la méthadone par rapport à un autre opioïde? Est-ce que c'est seulement parce qu'il y a notamment des douleurs neuropathiques ou bien d'autres types de douleurs vous allez aussi les utiliser? Est-ce que c'est quand même un opioïde fréquent pour vous, voilà, dans votre pratique? Ça devient de plus en plus fréquent. Plus vous la connaissez. Ça veut dire qu'aussi, ça c'est toujours la même chose, hein, qu'on a de plus en plus d'échecs. Parce que si ça devient pratiquement l'opioïde presque de première intention, on aura automatiquement des échecs. Donc on a plus d'échecs quand on l'utilise rapidement dans la rotation des opioïdes. Par contre, quand on l'utilise toujours en ultime intention, on a des taux de succès qui sont très très clairs. Ça marche pour 80-90% du monde. Dans ces cas. Là, on a essayé d'obtenir de la part de l'ARSAPS, pas l'ARSAPS, l'Agence du médicament, la NSM, l'autorisation de faire un nouveau protocole pour l'utiliser donc en deuxième intention. On utilise la morphine, ça ne marche pas. On s'est beaucoup battu. Ça a été très très difficile et pour le moment, on n'a pas encore le feu vert pour le faire, mais on est en train de faire le feu. S'il te plaît, pour les toxicomanes, c'est vrai, j'ai eu un cas, j'ai appris Julia, c'était l'année dernière, j'ai un ex-toxicomane sous méthadone qui avait plus que 10 ou 20 mg par jour. Et donc on l'a suivi en équipe mobile aux 5-6 mois pour un cancer pulmonaire métastasé, et j'ai pu rester sous méthadone. Je me suis dit, au lieu de tout changer, effectivement, on reste sous méthadone. Ma question c'était, ça restait à quelle dose? Et jusqu'à la fin de première, quasiment, il a pu avaler. Donc je me dis, est-ce que Isabelle Marin fait pareil ou pas? Parce qu'elle doit avoir plus de patients toxico. Est-ce que c'est logique de poursuivre à la méthadone en fait? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y en a eu et on le réintroduit, enfin on le réaugmente à visée antalgique? Est-ce que c'est logique? C'est un antalgique, hein, le tout c'est de bien expliquer aux malades que. Et les malades ne veulent pas. Bah, faut lui expliquer que ils n'aiment pas, ils n'aiment pas quand quand on de leur toxicomanie. Très souvent, s'ils sont habitués à une dose de méthadone pour la toxicomanie, ils ne veulent pas qu'on y touche. Voilà. Et à ce moment-là, moi je leur mets du sténant en plus. Ah, tu mets les deux? Ah bah. Un pour l'un, l'autre pour l'autre. Je pense que de ces positions-là, on peut aussi discuter avec les malades en les rassurant, en leur disant voilà, on sait ce qu'on fait, faites-nous confiance, on va essayer d'augmenter les doses, et puis ensuite, si ça ne convient pas, et je pense qu'il y a en fait une sorte de réticence vis-à-vis du maniement de la méthadone qui transparaît dans l'attitude qu'on a envers les malades. Je veux dire, on est très persuasif quand il s'agit de donner à quelqu'un du Skénon ou du Cédrédol, et on l'est beaucoup moins quand il s'agit de donner de la méthadone. Et je pense que ça, en langage non verbal, ça doit passer, et ils le sentent. Il y a une fois, je ne pas le moment quand tu as des gens ambulatoires qui se sont battus pendant des années pour arriver à se sauver de méthadone, avoir des petites doses, qui ont mis 3 ans à descendre de 10 mg. Je leur dis que tu vas remonter, non, ça passe pas, et puis, enfin, c'est pas une question de nous la méthadone, donc tu vois, vous avez des questions, on en a absolument
absolument pas. Nos généralistes, ils utilisent largement la méthadone, ils ont l'habitude. Donc c'est un médicament qu'on utilise très fréquemment, mais tu as des patients qui ne veulent pas parce que pour eux, ça symbolise leur combat réussi sur la drogue. Oui, je suis entièrement d'accord. Et donc, moi, je ne cherche pas à casser ça. Ce qu'il y a, c'est que quand tu utilises le procuril, il faut non, mais la sophidone, souvent, voilà. ça s'appelle pas morphine. C'est la même chose, oui. Moi aussi, c'est ce que je fais. Et puis en plus, c'est vachement mignon, sophidone. Ouais, oui. Et puis sophidone, une bonne dose de sophidone, ça se voit pas autant que ça, quoi. C'est petit, quoi. En plus, ça donne moins. Voilà. Bon, je vous propose de nous arrêter là. On remercie le docteur Philippe Moulin. L'année prochaine, on espère vous revoir très nombreux. Et puis, pour que cette journée puisse s'améliorer, qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse surtout perdurer, n'oubliez pas de nous remplir les fiches d'évaluation qui sont pour nous un précieux outil de travail, avec surtout les suggestions que vous avez, des thématiques que vous aimeriez voir traiter pour la journée